Le 20 janvier 1942, 15 hommes se sont réunis dans une villa au bord du lac de Wannsee, à la périphérie de Berlin. La table était dressée avec de la porcelaine fine. Il y avait du café. Personne n'a élevé la voix à aucun moment. En 90 minutes, ils ont convenu des mécanismes administratifs pour l'assassinat de 11 millions de personnes. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas une décision prise dans le vide. C'était l'étape bureaucratique d'une chaîne qui se construisait depuis des décennies. Décrets, mémorandums, conférences, euphémismes. Et la conférence de Wannsee n'était pas non plus la fin de cette chaîne. C'était le début de la phase industrielle. Mais l'histoire que nous connaissons, celle de l'Holocauste tel qu'il s'est produit, est l'histoire d'un régime qui a perdu la guerre. Il a été vaincu. Ses camps ont été libérés. Ses documents saisis. Ses dirigeants jugés. Et s'il n'avait pas perdu? Qu'en serait-il devenu des 11 millions de Juifs européens que Reinhard Heydrich a énumérés ce matin de janvier sur sa liste? Et des millions qui vivaient hors d'Europe, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, dans des territoires qui entraient aussi dans les plans d'expansion nazis. Ce n'est pas une question hypothétique abstraite. Les nazis eux-mêmes y ont répondu par écrit. Il y a des mémorandums. Il y a des plans avec des dates et des chiffres. Il y a des ordres signés sur ce qu'il fallait faire des Juifs dans un monde où le Reich gagnerait. Ce qui suit n'est pas de la spéculation. C'est la reconstruction de ce qu'ils ont eux-mêmes projeté. L'été de 1941 fut le seul moment où la victoire allemande a semblé véritablement à portée de main. Le 22 juin, sans déclaration de guerre préalable, plus de 3 millions de soldats allemands, aux côtés de leurs alliés hongrois, roumains et finlandais, ont traversé la frontière soviétique le long d'un front de plus de 2000 km. Derrière eux venaient 600 000 véhicules motorisés et 1 million de chevaux. Devant, l'armée rouge a été prise complètement au dépourvu. Le maréchal Semyon Timochenko et le chef d'état-major Georgi Zhukov ont tenté de communiquer l'attaque à Staline dans les premières heures de l'aube. Staline a tardé à réagir. Les premières heures ont été chaotiques pour le côté soviétique d'une manière qui frôlait l'effondrement total. Dans les premières semaines, l'avancée fut spectaculaire. Des groupes entiers d'armées soviétiques furent encerclés. La bataille de la poche de Bialystok-Minsk entre le 22 juin et le 3 juillet s'est terminée par la capture de plus de 290 000 soldats soviétiques. La bataille de Kiev en septembre fut encore plus écrasante. Plus de 600 000 soldats de l'armée rouge sont tombés prisonniers en une seule opération d'enveloppement. À la fin de septembre, les Allemands avaient capturé les principales villes de l'Ouest soviétique. Le groupe d'armée Nord s'approchait de Leningrad. Le groupe d'armée Centre avançait vers Moscou. Au cours de ces mois, le haut commandement allemand a calculé que la campagne se terminerait avant l'arrivée de l'hiver. Adolf Hitler avait des raisons d'y croire. Il venait de conquérir la France en 6 semaines. Il avait soumis la Pologne en 1 mois. Le Danemark était tombé en 1 jour. La Norvège en quelques jours, les Pays-Bas en 5 jours, la Belgique en 18. La vitesse de ces victoires avait reconfiguré les attentes de tout le monde, y compris les siennes. Ces généraux qui contestaient autrefois ces plans avaient cessé de le faire après que chaque plan impossible se soit avéré fructueux. L'autorité de Hitler au sein de la Wehrmacht était, en juillet 1941, pratiquement incontestable. Et avec cette confiance, ses architectes les plus proches concevaient déjà la paix. Le 16 juillet 1941, dans son quartier général dans les forêts de Rastenburg, en Prusse orientale, la fameuse tanière du loup, Wolfschanz, Hitler a réuni les hommes les plus puissants du Reich, le Reichsmarschall Hermann Göring, le futur ministre de l'Est Alfred Rosenberg, le chef des SS Heinrich Himmler, le chef de la chancellerie du parti Martin Bormann et le maréchal Wilhelm Keitel. Sur la table, il n'y avait pas de carte de bataille. Il y avait des cartes d'administration civile. C'était la réunion pour se partager le monde qu'ils considéraient déjà comme gagné. Hitler fut direct. L'objectif était, premièrement, gouverner, deuxièmement, administrer, troisièmement, exploiter. Les terres conquises à l'Est, dit-il, devaient être traitées d'un point de vue colonial. Seuls les Allemands auraient le droit de porter des armes. Les républiques indépendantes que Rosenberg imaginait créer en Ukraine et dans les États baltes étaient une illusion sentimentale. Ce qu'il y avait à l'Est était de l'espace
allemand. Pacifier le territoire exigeait quelque chose de simple, abattre quiconque semblait suspect. Cet après-midi-là, Hitler a prédit qu'il ne resterait à Moscou qu'un lac, la ville serait inondée et que Leningrad serait simplement déshabité et cédé aux Finlandais. La délibération fut brève car la vision était totale. Il n'y avait pas de nuance. L'Est était la destinée manifeste du peuple allemand, et les peuples qui l'habitaient étaient des obstacles physiques qui devaient être supprimés. Dans cette carte mentale de juillet 1941, les Juifs n'avaient aucune place autre que la mort ou l'expulsion au-delà de l'Oural. Ce qui variait était encore la méthode. À ce moment précis, les escadrons de la mort des SS opéraient depuis moins d'un mois sur le territoire soviétique. Le processus s'accélérait. En quelques mois, il deviendrait clair pour tous les impliqués quelle était la méthode préférée. Avant que les trains de déportation ne roulent vers les camps d'extermination, il y eut un autre plan. À l'été 1940, Franz Rademacher, fonctionnaire au ministère allemand des Affaires étrangères, proposa de déporter tous les Juifs européens à Madagascar. L'idée n'était pas nouvelle, elle circulait dans les cercles antisémites depuis 1880 et la Pologne avait envoyé en 1937 une délégation pour l'étudier, mais la défaite de la France la rendit soudainement quelque chose qui semblait réalisable. Rademacher proposait de transférer l'île comme mandat du Reich, de reloger ses 25 000 habitants français et de la transformer en une réserve sous le contrôle des SS. Les Juifs vivraient dans un vide juridique, sans citoyenneté d'aucun État, servant en outre d'otage collectif pour dissuader les Juifs nord-américains de faire pression contre l'Allemagne. Himmler, Heydrich et Hans Frank ont soutenu le plan. Hitler en a discuté en août 1940 avec le Premier ministre roumain Gheorghiu, lui disant qu'il envisageait une évacuation complète des Juifs européens à la fin de la guerre. Mais le plan avait un défaut fatal. Les Britanniques contrôlaient toujours l'Atlantique. Sans une flotte suffisante pour traverser l'océan avec des millions de personnes, Madagascar était une fantaisie. En février 1941, Hitler le mentionnait encore à son aide de camp, mais avec un ton différent. Quand Bormann lui a demandé comment il les transporterait, Hitler a répondu ironiquement « une flotte de la force par la joie », et il a ajouté qu'il avait réfléchi à beaucoup d'autres idées qui n'étaient pas aussi agréables. Madagascar est mort en tant que projet en octobre 1941. Quand le chef de Rademacher au ministère des Affaires étrangères a reçu la notification définitive, le Führer a décidé que les Juifs ne seront pas déportés à Madagascar, mais à l'Est. Madagascar n'a plus besoin d'être inclus dans la solution finale. À ce moment-là, les escadrons des SS tiraient sur des dizaines de milliers de Juifs soviétiques depuis 4 mois. Les autres idées qui n'étaient pas aussi agréables avaient déjà un nom et une adresse. Les 4 unités sont arrivées derrière le front avec des listes de noms et des ordres verbaux. Les Einsatzgruppen, groupes d'opérations spéciales, ont été créés au printemps 1941, spécifiquement pour l'invasion de l'Union soviétique. 4 unités, A, B, C et D, opérant chacune derrière l'un des 4 groupes d'armées. Chacune se composait de 500 à 1000 hommes, recrutés principalement au SD, le service de renseignement des SS, et à la Gestapo. Leurs commandants étaient, pour la plupart, des hommes ayant une éducation universitaire avancée. Walter Stahlecker, qui commandait l'Einsatzgruppe A au nord, avait un doctorat en droit. Heinz Jost, qui l'a précédé dans un poste similaire, était avocat. Otto Ollendorf, qui commandait l'Einsatzgruppe D au sud, avait étudié l'économie et présentait un profil intellectuel remarquable, même au sein de l'appareil de sécurité. Himmler les a formés personnellement en mai 1941 à Pretsch en Saxe, avant le début de la campagne. Leurs instructions officielles parlaient d'éliminer les éléments dangereux, de nettoyer les arrières et d'inciter au pogrom. L'instruction non officielle était plus directe, tuer tous les Juifs. Mais la transition des fonctionnaires juifs à tous les Juifs, y compris les femmes et les enfants, ne fut pas instantanée. Dans les premières semaines, les Einsatzgruppen ont tué principalement des hommes adultes en âge de combattre.
Les pogroms qu'ils instiguaient retombaient sur les populations locales qui avaient de leurs propres raisons historiques de haïr leurs voisins juifs. Heydrich avait été explicite. Il semblait que la population locale prenait des initiatives propres comme une réaction naturelle contre des décennies de suppression de la part des Juifs. En juillet 1941, les ordres ont changé. Les femmes et les enfants ont commencé à être inclus dans les exécutions de manière systématique. L'historien Laurence Ries a documenté que le régiment de cavalerie SS numéro 2, opérant dans les marais du Pripet, a reçu en août de cette année-là un message émanant directement de Himmler. Tous les Juifs doivent être fusillés. Poussez les femmes et les enfants juifs vers le marais. Le lieutenant-colonel des SS, Magill, a répondu par écrit que la méthode n'avait pas fonctionné parce que le marais n'était pas assez profond pour qu'il coule. Magill a compris que son supérieur lui avait demandé de tuer les femmes et les enfants par noyade, mais le marais était trop peu profond. Sa solution fut de les abattre. L'échange révèle plusieurs choses. La première, que les officiers des SS ressentaient le besoin d'utiliser un langage codé même entre eux, par écrit. La deuxième, que l'ambiguïté des ordres créait une confusion opérationnelle que les subordonnés devaient résoudre de leur propre initiative. Et la troisième, peut-être la plus révélatrice, que le mécanisme de rétroaction entre Berlin et le terrain était continu. Le 1er août 1941, le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, a envoyé un télégramme au commandant des Einsatzgruppen. Le Führer doit recevoir des rapports réguliers d'ici sur le travail des Einsatzgruppen à l'Est. À cette fin, un matériel graphique particulièrement intéressant est requis, tel que des photographies, des affiches, des pamphlets et d'autres documents. Hitler n'était pas seulement informé des massacres, il voulait de la documentation, il voulait des preuves du progrès. À Babi Yar, un ravin situé à la périphérie de Kiev, les Einsatzgruppen et leurs collaborateurs locaux ont assassiné 33 771 juifs en 2 jours, les 29 et 30 septembre 1941. Le processus était opérationnellement méthodique. Les autorités allemandes ont fait circuler des avis dans le quartier juif de Kiev, indiquant que tous les juifs de la ville devaient se présenter le 29 septembre au coin des rues Melnikova et Dorojichanska, avec leurs documents, des vêtements chauds et des objets de valeur. On leur a dit qu'ils seraient relogés. Des milliers de personnes se sont présentées avec des valises. Elles ont marché plusieurs kilomètres jusqu'au ravin. Elles ont déposé leurs vêtements en tas ordonnés, se sont dévêtues, ont avancé vers le bord. Les exécuteurs travaillaient en groupe, se relayant. Les tirs ont été audibles dans toute la ville pendant 2 jours. Vers la fin de 1941, les Einsatzgruppen avaient tué plus d'1 demi-million de juifs soviétiques. À la fin de la guerre, le chiffre total de leurs victimes juives dépassait le 1,5 million, bien que certains historiens augmentent considérablement ce chiffre si l'on inclut tous les massacres auxquels ils ont participé aux côtés des polices d'ordre allemandes et des auxiliaires locaux lituaniens, ukrainiens, lettons et biélorusses. Himmler a visité personnellement les opérations. En août 1941, il était à Minsk, où il assiste au fusillement d'une centaine de juifs. Selon les rapports de ses aides, il a failli s'évanouir en voyant les cerveaux éclaboussés sur ses bottes. Il n'a rien ordonné d'arrêter. Mais il s'est demandé à voix haute s'il y avait une manière plus humaine de tuer, entendant par « humaine » une manière qui soit moins perturbatrice pour les exécuteurs, non pour les victimes. De cette réflexion naîtrait l'intérêt pour les chambres à gaz mobiles et plus tard pour les installations fixes. En octobre 1941, Himmler s'est rendu en Ukraine pour rencontrer Friedrich Jeckeln, le ERE-SS, un Polizeiführer qui avait dirigé les premiers grands massacres à Kamenets-Podolsk où plus de 23 600 juifs ont été assassinés entre le 27 et le 28 août 1941 et qui organiserait bientôt les assassinats dans le ghetto de Riga. Himmler l'a transféré dans la Baltique. Il comprenait parfaitement ce qui se passait. Le problème était maintenant logistique. L'Est était en train d'être nettoyé des Juifs soviétiques. Mais les Juifs de l'Europe occidentale, centrale et méridionale français, belges, hollandais, grecs, italiens, hongrois, roumains restaient chez eux. Des millions de personnes. Comment les déplacer? Où? Qui le ferait? Ces questions ont mené à une réunion au bord d'un lac, en janvier 1942.
Avant que les camps d'extermination n'existent, les ghettos existaient, et les ghettos étaient à leur manière une méthode d'extermination. Le 15 novembre 1940, les autorités allemandes ont fermé les murs du ghetto de Varsovie. À l'intérieur sont restés enfermés plus de 400 000 personnes sur 1,5 km². Plus de juifs dans ce rectangle que dans toute la France, le Danemark et la Norvège réunis. Les rations alimentaires allouées par les Allemands ont été fixées à environ 180 calories quotidiennes, contre les 2000 ou 2500 dont un adulte a besoin. Ceux qui avaient de l'argent achetaient au marché noir, qui fournissait plus de 80% des aliments du ghetto. Ceux qui n'avaient rien mourraient dans les rues. Emmanuel Ringelblum, historien qui a documenté la vie dans le ghetto jusqu'à sa mort en 1944, a noté en janvier 1941 que les femmes se prostituaient pour de l'argent pour manger. Alina Birenbaum, 11 ans, s'est souvenue des décennies plus tard des enfants sur les trottoirs, si gonflés par la faim qu'on pouvait à peine voir leurs yeux sur leur visage. Le ghetto de Varsovie fut liquidé entre juillet et septembre 1942. Plus de 300 000 juifs furent déportés dans des trains de marchandises à Treblinka. Le chef du conseil juif, Adam Tcherniakov, a reçu le 22 juillet la notification qu'il devait organiser la déportation de 6 000 personnes par jour, y compris les enfants des orphelinats. Le lendemain, il a avalé une capsule de cyanure dans son bureau. Les Allemands ont nommé un remplaçant et les trains ont continué à partir. Dans le ghetto de Łódź, Chaim Rumkowski a géré la communauté comme un mini-État industriel, croyant que l'utilité économique achèterait du temps. En août 1944, quand les Allemands ont liquidé le ghetto, Rumkowski a été déporté à Auschwitz avec les 70 000 derniers survivants. Il a été assassiné à son arrivée. Le 20 janvier 1942, 15 hommes se sont assis dans la villa Am Grossenwannsee 56-58, à la périphérie de Berlin. Reinhard Heydrich présidait. La réunion a duré 90 minutes. Du brandy fut servi. L'objectif officiel était de coordonner la solution finale. L'objectif réel était que tous les ministères du Reich intérieur, Affaires étrangères, Justice, le gouvernement général de Pologne, la chancellerie du parti reconnaissent l'autorité des SS sur le processus d'extermination continentale. Heydrich a présenté ces chiffres. 11 millions de juifs en Europe, détaillés par pays. Allemagne, 130 et 1 800. Autriche, 43 700. Pologne, gouvernement général, 2 284 000. France, 865 000. Hongrie, 742 800. Grande-Bretagne, 330 000. Irlande, 4 000. Même des pays non occupés apparaissaient sur la liste, car le projet était continental, non seulement territorial. Le protocole, rédigé par Adolf Eichmann et retrouvé en 1947 parmi les archives saisies, distinguait les Juifs aptes au travail, qui seraient envoyés à l'Est pour construire des routes jusqu'à mourir d'épuisement, et ceux qui seraient assassinés immédiatement. Les survivants du travail forcé devront être traités en conséquence, car ils représentaient le germe résistant d'une nouvelle construction juive, c'est-à-dire que les plus forts seraient éliminés précisément parce qu'ils l'étaient. La réunion n'a pas résolu ce qu'il fallait faire des Juifs des pays non encore occupés, ni des mariages mixtes. Ces questions sont restées en attente d'élaboration ultérieure. Ce qui est devenu clair, c'est que le processus s'étendrait jusqu'à couvrir la totalité du continent. En juillet 1942, le dernier été où les Allemands ont senti que la victoire était réelle, Heinrich Himmler a convoqué son physiothérapeute finlandais, Felix Kersten, après une réunion avec Hitler à son quartier général ukrainien. Kersten se souviendrait plus tard que Himmler était si euphorique qu'il était impossible de le faire se détendre. Hitler, dit Himmler, venait de lui donner son approbation définitive pour les plans de colonisation de l'Est. « C'est la plus grande colonisation que le monde ait jamais vue », s'exclama-t-il. Et il ajouta que ce jour était le plus heureux de sa vie. Ce que Hitler avait approuvé avait un nom, Generalplan Ost, plan général de l'Est. Le plan avait été élaboré sous la direction du professeur Konrad Meyer-Ettling, chef de l'unité de planification et du sol de l'Office du commissaire du Reich pour le renforcement du germanisme, RKFDV. Meyer-Ettling était un universitaire,
géographe rural, spécialiste des établissements. Ses collègues incluaient Walter Christaller, dont la théorie des lieux centraux pour la distribution optimale des établissements deviendrait, après 1945, une référence influente en urbanisme international, appliquée dans des projets de développement du Pendjab jusqu'au Midwest américain. En 1942, ces mêmes concepts servaient à concevoir l'extermination et le déplacement de dizaines de millions de personnes. Christaller a publié en 1940 dans la revue Raumforschung und Raumordnung un article dans lequel il soutenait que la colonisation de l'Est exigeait une planification minutieuse et un développement amoureux des villages principaux pour enraciner les futurs colons de l'Ouest et du Sud du Reich et leur permettre de trouver un nouveau foyer dans les espaces ouverts de l'Est. Le Generalplan Ost comportait deux parties. La Kleinplanung, le petit plan, couvrait les actions immédiates pendant la guerre. La Großplanung, le grand plan, décrivait ce qui se passerait pendant les 20 à 25 années suivant la victoire. Les chiffres du plan reconstitués principalement à partir du mémorandum du 27 avril 1942 du docteur Erhard Wetzel, expert racial de la NSDAP, rattaché au ministère oriental de Rosenberg, sont d'une froideur qui reste encore aujourd'hui difficile à traiter. Sur les 45 millions de personnes qui habitaient les territoires cibles, plus de 31 millions devaient être déportés vers la Sibérie occidentale. Les proportions spécifiques étaient entre 80 et 85% de la population polonaise, entre 20 et 25 millions de personnes, 75% des Biélorusses, environ 5 ou 6 millions de personnes sans des Biélorusses, environ 5 ou 6 millions, 65% des Ukrainiens, entre 15 et 20 millions, 50% des populations baltes, y compris les Lituaniens, les Lettons et les Estoniens. Le destin des personnes déportées, dans le meilleur des cas, était le travail forcé dans les conditions de la Sibérie. En pratique, beaucoup mouraient pendant le trajet ou durant les premières années. Les Juifs, dans tous les territoires, n'apparaissent pas dans ces statistiques de déportation. Au moment où le Generalplan Ost a été élaboré dans sa version finale, les Juifs n'étaient même plus un problème exigeant une déportation. Pour eux, la solution avait été déterminée séparément. Extermination totale. La RSHA n'avait pas besoin de calculer combien de Juifs déportés à l'Est, car elle n'allait pas les déporter. Elle allait les tuer là où ils se trouvaient, ou dans les camps qui existaient déjà. Wetzel lui-même l'a reconnu dans son mémorandum de manière oblique mais sans équivoque. Il était évident qu'on ne peut pas résoudre le problème polonais en liquidant les Polonais de la même manière que les Juifs, car les Allemands resteraient chargés de culpabilité pendant des années et s'aliéneraient leurs voisins. La phrase est révélatrice précisément dans ce qu'elle tient pour acquis, que la méthode appliquée aux Juifs, la liquidation massive, était déjà le point de référence. Le cas juif était le modèle dont les autres s'écartaient ou dont ils se rapprochaient selon des considérations pratiques. En novembre 1942, les nazis ont mis en œuvre une expérience partielle du plan dans la région de Zamość, dans le sud-est de la Pologne. Odilo Globoknik, le SS Brigadeführer responsable de l'opération Reinhard, a supervisé la déportation forcée de plus de 50 000 Polonais de plus de 300 villages. Les habitants ont été envoyés à Majdanek et Auschwitz. À leur place, sont arrivés des colons germaniques de la Baltique et d'autres territoires où ils avaient été préalablement relogés. Les maisons étaient les mêmes, les noms dans les registres changés. Mais l'expérience a échoué. De nombreux Polonais se sont enfuis dans les forêts et ont formé des unités partisanes qui ont attaqué les colons. Plusieurs colons allemands ont été assassinés dans leur nouvelle maison pendant la nuit. Himmler a dû suspendre le projet. Himmler a insisté pour que le temps prévu de 30 ans pour la germanisation complète de l'Est soit réduit à 20. Ces planificateurs ont calculé le coût total, entre 40 milliards et 67 milliards de Reichsmarks, un chiffre qui se rapprochait du PIB total de l'Allemagne en 1941. Cette dépense prévoyait la construction de nouvelles villes, de routes, de systèmes de drainage de marais, d'installations agricoles industrialisées et de l'infrastructure résidentielle pour des dizaines de millions de colons. La main-d'œuvre pour construire tout cela, villes, routes, fermes modèles, installations industrielles, serait du travail esclave. Il n'y aurait pas à la payer.
Himmler a décrit la vision à Kersten en regardant les cartes étalées sur son bureau. Des agriculteurs soldats armés implantés à travers l'ancienne Union soviétique jusqu'à l'Oural, avec leurs propres armes et leurs propres fermes, formant un mur de sang allemand contre la marée asiatique. De nouvelles villes de 15 000 à 20 000 habitants aux nœuds ferroviaires et routiers. Des bandes de villages allemands avec des jardins, des cimetières ombragés par des chênes et des tilleuls et de petites pierres tombales orientées vers l'est. Himmler avait engagé son propre architecte paysagiste pour garantir que les futurs colons ne soient pas privés de cette image harmonique de maisons seigneuriales et de jardins, d'établissements, de champs et de paysages qui caractérisent l'essence allemande. Dans ce monde conçu dans les bureaux de Berlin, il n'y avait pas de place pour les Juifs d'Europe. Les 3 camps d'extermination de l'opération Reinhard ont été construits dans les forêts du sud-est de la Pologne pendant l'hiver 1941 à 1942. Belzec, Sobibor, Treblinka. Aucun des 3 n'était un camp de concentration. C'étaient des installations conçues exclusivement pour tuer. Belzec mesurait 200 mètres sur 250. Les passagers de la ligne ferroviaire Lublin-Lvov ont commencé à remarquer l'odeur de décomposition quand ils passaient à proximité parfois perceptible à plus de 10 km. Treblinka, le plus grand, a reçu ses premiers trains le 23 juillet 1942. Le processus depuis l'arrivée du train jusqu'à la mort pouvait être achevé en moins de 2 heures. On disait aux déportés qu'ils allaient en se doucher. Un chemin de 70 mètres flanqué de barbelés recouverts de branches appelées à l'intérieur le tube les conduisait aux chambres à gaz. Sobibor, qui a assassiné plus de 170 000 personnes, était géré par à peine 30 SS allemands et environ 100 gardes ukrainiens. L'échelle de l'extermination ne nécessitait pas d'armée. Elle nécessitait de l'organisation. Hermann Höfle, chef des affaires juives de l'opération Reinhard, a envoyé le 11 janvier 1943 un télégramme chiffré intercepté par les Britanniques qui est resté classé pendant des décennies. Les chiffres des arrivées jusqu'au 31 décembre 1942, Belzec, 434 508, Sobibor, 101 370, Treblinka, 713 555, Majdanek, 24 733. Total, plus d'1,27 million de personnes assassinées en un peu plus d'1 an avec une guerre active, avec des chemins de fer surchargés par les opérations militaires et avec tous les frottements logistiques d'un Reich en conflit. Avec la paix, avec les ressources libérées et les chemins de fer disponibles, cette capacité aurait pu être multipliée. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, le sort des Juifs européens n'aurait pas été identique dans tous les territoires. Il y aurait eu des vitesses différentes, mais le destin final, tel que les nazis le concevaient, était le même. La différence cruciale était la présence ou l'absence d'une administration civile allemande directe et le degré de coopération des autorités locales. Les Pays-Bas sont tombés sous l'administration directe du Reich dès mai 1940. Arthur Seyss-Inquart a été nommé Reichskommissar pour les Pays-Bas. Les autorités hollandaises ont coopéré avec une efficacité qui a surpris même les Allemands eux-mêmes. Les Hollandais avaient construit avant la guerre un registre central d'identité avec une technologie d'avant-garde. Chaque citoyen, y compris chaque juif, était enregistré, catalogué, localisable. Le système d'identification hollandais était le plus sophistiqué d'Europe et les Allemands l'ont trouvé prêt à l'emploi. Pour la mi-octobre 1942, 45 000 juifs hollandais avaient été déportés à l'Est. La police hollandaise a collaboré aux rafles. La population civile, selon des rapports allemands de l'époque, ne causait aucun problème. Le cas hollandais présentait en outre une dimension statistique qui le rendait particulièrement révélateur. Sur les 140 000 juifs qui vivaient aux Pays-Bas avant la guerre, environ 35 000 ont survécu. Cela représentait un taux de mortalité de 75%, le plus élevé d'Europe occidentale. En comparaison, en France sont morts environ 25% des Juifs, en Belgique 40%, en Italie 20%. La différence s'explique précisément par la présence d'une administration allemande directe
le haut degré de technicité du registre civil hollandais et la coopération active des autorités locales. Si la guerre avait duré plus longtemps, si les lignes de déportation n'avaient pas été interrompues par l'avancée alliée, le nombre de survivants hollandais aurait été bien moindre. La France présentait une dynamique différente, plus complexe. Le régime de Vichy avait promulgué ses propres lois antisémites en octobre 1940, sans que les Allemands ne l'exigent. Les lois de Vichy, rédigées par des juristes français, avaient des particularités propres. Elles excluaient de certaines dispositions les Juifs de citoyenneté française depuis avant une certaine date, tout en soumettant les Juifs étrangers, beaucoup d'entre eux réfugiés d'Allemagne et d'Europe centrale, à des conditions plus dures. C'était une discrimination avec une hiérarchie interne qui sauvait certains Français au prix de la livraison d'autres étrangers. La première rafle massive à Paris fut l'œuvre de la police française, le Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, quand plus de 13 000 Juifs, y compris 4 000 enfants, furent rassemblés au Vélodrome d'hiver et déportés par la suite. Les policiers français ont fait le travail. Les gendarmes ont tiré les familles de leur lit à 4 heures du matin. Les Allemands ont supervisé. Le gouvernement de Vichy avait préalablement accepté de livrer les Juifs étrangers et négocié sans succès pour exclure les Juifs français. Dans les semaines suivantes, plus de 11 000 des 13 000 personnes arrêtées au Veldarchiv ont été déportées à Auschwitz. René Bousquet, secrétaire général de la police nationale de Vichy, fut le principal architecte de la collaboration française aux déportations. Sa carrière politique d'après-guerre, qui inclut des postes d'importance, et qui ne fut interrompu que par son assassinat en 1993 avant d'être jugé, illustre la difficulté qu'a eue la France pendant des décennies à affronter sa responsabilité. Un scénario de victoire allemande aurait éliminé les ambiguïtés de Vichy. Il n'y aurait plus de zones non occupées. Il n'y aurait plus besoin de calculer le coût politique des déportations. La pression sur le gouvernement de Vichy pour livrer les Juifs français de plein droit, pas seulement les étrangers, aurait augmenté de manière soutenue et inévitable. En août 1942, les Allemands avaient déjà dépassé le quota initial de déportation convenu avec Vichy et faisaient pression pour que soient inclus les Juifs de citoyenneté française. Vichy a résisté sur ce point, mais la résistance était fragile et dépendait entièrement du fait que les Allemands continuent d'avoir besoin de la coopération française pour d'autres choses. Dans un monde où l'Allemagne aurait gagné la guerre, ce besoin aurait disparu, et avec lui, la résistance de Vichy. Le Danemark fut un cas à part, et ses particularités illustrent tant les limites du pouvoir nazi que ce qui serait arrivé quand ces limites cesseraient d'exister. Les Danois avaient insisté dès le premier moment sur le fait que l'introduction de mesures anti-juives poserait des problèmes constitutionnels si graves que le gouvernement se verrait contraint de démissionner. Les Allemands, qui avaient besoin du flux continu de beurre, de poisson et de viande danoise, ont décidé de ne pas faire pression. Jusqu'en octobre 1943, les Danois ont réussi à maintenir cette position. Quand les Allemands ont finalement ordonné la déportation, la résistance danoise a organisé en quelques semaines le transport sur des barques de pêche de plus de 7000 Juifs vers la Suède neutre. Ce fut l'une des opérations de sauvetage les plus extraordinaires de toute la guerre, et elle fut possible grâce à la proximité de la côte suédoise, à l'attitude de la population danoise et à la désorientation temporaire des administrateurs allemands qui n'avaient pas anticipé la réponse. Dans un scénario de victoire allemande, la Suède n'aurait pu recevoir personne. La neutralité suédoise aurait été de plus en plus difficile à soutenir face à un Reich consolidé comme puissance continentale hégémonique sans perspective de défaite. Stockholm, qui en 1943 pouvait regarder vers l'Atlantique et voir des flottes alliées s'approcher, aurait eu une orientation très différente si elle regardait vers l'Est et ne voyait qu'un empire germanique sans limite visible. La Belgique a suivi un modèle intermédiaire. L'administration militaire allemande fut initialement plus modérée que dans les territoires orientaux, mais les déportations ont commencé en 1942. À la fin de la guerre, plus de 25 000 Juifs sur les 65 000 qui vivaient dans le pays avaient été déportés. 40% de la communauté juive belge fut assassinée. Le modèle était clair. La présence d'une administration allemande directe accélérait le processus. La résistance de gouvernements alliés ou satellites le ralentissait temporairement, mais dans aucun cas elle ne l'arrêtait de manière permanente. Et dans aucun cas, elle n'aurait pu le faire dans un scénario de victoire.
De tous les alliés européens de l'Allemagne, l'Italie fut celui qui a le plus résisté à livrer ses Juifs. Et pourtant, si la guerre s'était conclue par une victoire de l'Axe, la résistance italienne aurait fini par être non pertinente. Le régime fasciste italien avait promulgué ses propres lois raciales en 1938, sans pression allemande immédiate. Mussolini avait décidé de suivre l'exemple de Hitler, en partie par émulation idéologique, en partie pour affirmer la souveraineté doctrinaire du fascisme italien face au national-socialisme allemand. Mais la communauté juive italienne était petite, environ 50 000 personnes, et était très intégrée dans la société. Beaucoup de juifs italiens avaient servi dans l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale. Certains étaient des fascistes convaincus qui avaient soutenu le mouvement dès ses débuts. L'antisémitisme des lois raciales italiennes avait un caractère formel plutôt que viscéral, surtout comparé à la haine militante qui impulsait la politique allemande. Dans les Balkans, l'attitude italienne s'est avérée encore plus frappante. Les officiers de l'armée italienne en Yougoslavie ont observé comment le régime oustachi croate allié de l'Allemagne massacrait juifs et serbes et ont ressenti de la répulsion. Le diplomate italien Pietro Marchi a écrit au gouverneur de Dalmatie, Bastianini, protestant que livrer des juifs indésirables aux autorités croates équivalait à les condamner à l'extermination. L'Italie et l'armée doivent éviter la honte de devenir complices d'une telle méchanceté. Des généraux comme Paris de Negri ont protesté formellement lorsqu'ils ont reçu des ordres de livrer des juifs aux autorités croates. « C'est totalement impossible », écrivit Negri, car la déportation des Juifs va contre l'honneur de l'armée italienne. Le résultat pratique fut que des milliers de Juifs yougoslaves cherchèrent refuge dans les zones sous contrôle italien, où ils étaient relativement en sécurité. Les Italiens les ont maintenus dans des camps d'internement sur l'île de Rab, dans des conditions austères mais sans risque de mort immédiate. Quand l'Italie s'est rendue en septembre 1943, les partisans yougoslaves ont libéré le camp, et beaucoup de ces Juifs ont rejoint la résistance ou se sont enfuis vers des zones plus sûres. Mais tout cela s'est passé dans le contexte d'une guerre que l'Italie commençait à perdre. Les généraux italiens pouvaient désobéir parce que le chaos de la guerre et la perspective d'une défaite allemande créaient des espaces d'ambiguïté. Parce que la coopération à l'extermination impliquait de s'engager irrévocablement avec un régime dont la chute semblait de plus en plus probable. Dans un scénario de victoire allemande, ces espaces n'auraient pas existé. La pression que Ribbentrop a exercée sur l'Italie aurait augmenté de façon soutenue. Hitler avait déjà lancé en avril 1943 une violente diatribe contre la politique hongroise concernant les Juifs, devant le régent Horthy lui-même, lui disant que les Juifs étaient simplement des parasites et qu'ils étaient comme des bacilles tuberculeux qui infectent un corps sain. En Pologne, ceux qui ne voulaient pas travailler étaient fusillés. S'il pouvait dire cela à un chef d'État allié qui restait formellement souverain, les exigences envers Mussolini auraient été tout aussi directes. Et si l'Italie avait résisté de manière soutenue, le modèle était déjà établi. En mars 1944, devant l'hésitation hongroise, les Allemands ont simplement occupé le pays sans préavis. En moins de 4 mois à partir de cette occupation, 435 000 Juifs hongrois ont été déportés à Auschwitz. La même logique aurait fonctionné avec l'Italie et avec n'importe quel autre satellite qui douterait de manière soutenue. Sur les environ 50 000 Juifs qui vivaient en Italie avant la guerre, environ 40 000 ont survécu. La majeure partie de cette survie a dépendu de la défaite allemande. Dans un monde où l'Allemagne gagnait, les chiffres auraient été différents. Le cas hongrois mérite une attention particulière car il est le plus révélateur de tous. Il montre avec exactitude comment aurait fonctionné le processus d'extermination dans un scénario de victoire nazie, éliminant la variable de la défaite imminente et montrant le mécanisme dans sa forme la plus pure et brutale. La Hongrie possédait la plus grande communauté juive restant en Europe centrale. Environ 700 000 personnes au moment de l'occupation allemande de mars 1944. Le gouvernement hongrois du Premier ministre Miklos Kálai avait résisté systématiquement aux pressions allemandes depuis 1942. En décembre de cette année-là, Budapest informa les Allemands qu'ils n'introduiraient pas l'étoile jaune et n'accepteraient pas les déportations. En janvier 1943, plusieurs familles juives hongroises furent rapatriées de Bruxelles et d'Amsterdam pour leur protection. Un fonctionnaire allemand du ministère des Affaires étrangères dit alors à l'ambassadeur hongrois Stoje
avec un ton qui frisait la menace directe, que le Führer est décidé à éliminer tous les Juifs d'Europe pendant la guerre et que cela nous remplit d'une grande alarme qu'un seul pays au centre de l'Europe, notre allié, protège environ 1 million de Juifs. Nous ne pouvons contempler ce danger passivement à long terme. Le régent Horthy a continué à résister. En avril 1943, il dit à Hitler en personne qu'il y avait des Juifs en Hongrie qui étaient des personnes estimables, qu'il ne pouvait pas simplement les assassiner ni les faire disparaître d'aucune autre manière. L'observation de Horthy, qui pour le standard de la politique nazie sonnait comme de la modération, était en réalité l'expression d'un antisémite convaincu qui considérait que l'extermination massive allait trop loin. La Hongrie avait placé ses Juifs dans des bataillons de travail forcés sur le front oriental, où beaucoup étaient morts de froid, de faim et de sévices. Mais l'assassinat industriel était une catégorie différente pour Horthy, avec des implications morales et stratégiques qui le perturbaient. Hitler a répondu avec le langage qu'il utilisait quand quelqu'un le contredisait. Les Juifs étaient simplement des parasites. Ils étaient comme des bacilles tuberculeux qui infectent un corps sain. En Pologne, ceux qui n'avaient pas voulu travailler avaient été fusillés. Le lendemain, Ribbentrop fut encore plus explicite. Les Juifs devaient être anéantis ou envoyés dans un camp de concentration. Il n'y a pas d'autre possibilité. Calais a continué à résister. Le gouvernement hongrois a cherché activement le moyen de sortir de l'alliance avec l'Allemagne et a commencé des contacts secrets avec les alliés occidentaux. La perspective que la Hongrie change de camp avant que les alliés n'arrivent dans le pays était pour les Allemands plus menaçante que n'importe quelle question juive. Le 19 mars 1944, les Allemands ont répondu. Sans préavis, à 4 heures du matin, la Wehrmacht a occupé la Hongrie. Il n'y eut pas de résistance militaire. Horthy s'est réveillé avec le pays occupé. Adolf Eichmann est arrivé à Budapest le lendemain avec une équipe d'environ 150 spécialistes des SS, avec des listes et des formulaires préparés, avec le système de déportation complètement conçu. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait dans un nouveau pays. Il savait exactement quelles étapes suivre et dans quel ordre. Entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, en moins de 8 semaines, 437 000 Juifs hongrois ont été déportés à Auschwitz-Birkenau dans 147 trains. La vitesse fut sans précédent dans toute l'histoire de l'opération Reinhard. 4 trains par jour, chacun avec entre 3 000 et 4 000 personnes dans des wagons à bestiaux sans ventilation adéquate pendant un voyage de 3 jours. Sur la rampe de sélection de Birkenau, les médecins des SS, dirigés à de nombreuses reprises par Joseph Mengele, décidaient en quelques secondes qui vivraient temporairement et qui mourraient immédiatement. Environ 75% des déportés hongrois étaient assassinés le jour même de leur arrivée. Le mois de mai 1944, seulement le mois de mai, les crématoires de Birkenau ont brûlé les corps de plus de 100 000 personnes. La capacité officielle déclarée des 4 crématoires était de 132 000 corps par mois. Pendant les semaines des transports hongrois, cette capacité fut dépassée. Les nazis ont eu recours à des fosses et des bûchers en plein air pour brûler les corps que les fours ne pouvaient pas traiter. L'odeur atteignait les villages environnants. Les paysans polonais d'Oświęcim, qui vivaient à quelques kilomètres, savaient ce qui se passait. Le 7 juillet, le régent Horthy a ordonné d'arrêter les déportations. Il l'a fait parce que le pape Pie XII lui avait envoyé un télégramme, parce que le roi Gustave V de Suède l'avait pressé personnellement, parce que le président Roosevelt avait fait des avertissements publics et parce que l'armée rouge avançait vers l'ouest avec une vitesse qui rendait la défaite allemande visible à l'horizon. L'intervention de Horthy a sauvé environ 200 000 Juifs de Budapest qui autrement auraient été déportés. Dans un scénario de victoire allemande, aucun de ces facteurs n'aurait été présent. Le pape aurait eu beaucoup moins de marge de pression. Roosevelt n'aurait pas eu de position depuis laquelle faire des avertissements crédibles. L'armée rouge serait derrière l'Oural. Horthy n'aurait rien arrêté. Les 200 000 Juifs de Budapest qui ont survécu parce que Horthy a freiné les trains en juillet 1944 seraient morts à Auschwitz avant l'automne de cette année-là. La liste de Wannsee incluait les Juifs d'Espagne, 6 000 personnes, celle du Portugal, 3 000, celle de la Suède, 8 000, celle de l'Irlande, 4 000, celle de la Grande-Bretagne, 330 000,
Celle de la Turquie, partie européenne, 55 500. Celle de la Finlande, 2300. Celle de la Suisse, 18 000. La présence de ces noms dans le document n'était pas décorative ni purement statistique. Dans le texte du protocole, Heydrich a clairement indiqué que le décompte se référait aux Juifs d'Europe et que l'objectif était la solution finale de la question juive en Europe. Les pays non occupés apparaissaient sur la liste non comme des curiosités statistiques, mais comme des territoires en attente d'être traités. Le protocole mentionnait explicitement que les Juifs des pays non occupés seraient gérés par les canaux diplomatiques appropriés. En octobre 1941, Heydrich avait répondu à une proposition espagnole de transférer les Juifs espagnols vivant en France vers le Maroc espagnol par une instruction claire. Le Reich ne voulait pas cela. Le Reich voulait que les Juifs restent sur le continent européen, sous contrôle allemand, soumis à la même politique que les autres. L'émigration n'était plus une option acceptable. Les Juifs qui tenteraient d'émigrer d'Europe seraient retenus dans la mesure du possible. L'Afrique du Nord montrait comment aurait fonctionné la politique dans les territoires que l'Axe prévoyait de conquérir. À l'été 1940, quand la victoire allemande en France a semblé ouvrir la possibilité d'un grand empire colonial germanique en Afrique, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des colonies allemands ont commencé à rédiger des décrets étendant les lois raciales nazies aux territoires africains. Une loi établissant un ministère des colonies fut rédigée mais non publiée. De nouveaux uniformes coloniaux furent conçus. L'université de Hambourg a ouvert des cours pour former des administrateurs coloniaux pour les tropiques. Plusieurs entreprises industrielles allemandes ont fourni des spécialistes des matières premières africaines. Tout ce travail a continué pendant des mois après que la situation stratégique en Afrique du Nord se soit compliquée, car les planificateurs continuaient de croire que la victoire était possible. En Tunisie, entre novembre 1942 et mai 1943, les troupes de l'Africa Corps d'Erwin Rommel et les administrateurs qui les suivaient ont brièvement appliqué les politiques antisémites. Plus de 5000 Juifs tunisiens furent envoyés dans des camps de travail sous supervision allemande. Des biens furent confisqués. Des amendes collectives furent imposées. Robert Borgel, un dirigeant de la communauté juive de Tunisie, s'est souvenu que les Allemands sont arrivés le 23 novembre 1942 et que dans les semaines suivantes, ils ont transformé les Juifs en esclaves modernes. La présence allemande en Tunisie a duré à peine 6 mois. En ce temps-là, le schéma était clair. Ce qui a pris des années à se construire en Europe pouvait commencer en quelques semaines dans de nouveaux territoires. Si Rommel avait brisé les lignes à El Alamein en octobre 1942, si l'Africa Corps était arrivé au canal de Suez, si la phase suivante avait été l'avancée vers la Palestine par le sud pendant que les Allemands se consolidaient en Europe, en Palestine vivaient en 1982 environ 500 000 Juifs, beaucoup d'entre eux réfugiés ayant fui l'Europe pendant la décennie 1930 précisément pour échapper aux politiques antisémites du Reich. Dans un scénario de victoire de l'Axe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ils auraient découvert que l'endroit où ils avaient fui tombait aussi dans la portée de la solution finale. Le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui avait fui à Berlin et s'était entretenu avec Hitler le 28 novembre 1941, avait explicitement demandé au Führer de déclarer publiquement que l'Allemagne soutenait l'élimination du foyer national juif en Palestine. Hitler a répondu par des évasives sur le moment et les circonstances. Il ne voulait pas faire de déclarations publiques qui compromettraient ses mouvements diplomatiques avant l'heure. Mais il fut clair sur le principe. En privé, le Führer a indiqué à al-Husseini que l'Allemagne avait l'objectif inaltérable d'éliminer le juif qui vit dans l'espace arabe. Al-Husseini a passé les années suivantes à Berlin, participant à l'organisation d'unités de la Waffen-SS recrutées parmi les musulmans bosniaques et aidant à élaborer de la propagande en arabe pour des émissions dirigées vers le Moyen-Orient. Il ne fut pas un collaborateur marginal. Il fut un allié actif qui espérait bénéficier de la victoire allemande pour établir un État arabe libre de Juifs en Palestine.
Les 500 000 Juifs de Palestine en 1942 auraient dû défendre leur existence face à ce scénario. Et les forces armées juives de Palestine, la Haganah, le Palmach bien que capable, n'auraient non pas eu les mêmes chances de succès face aux unités des SS que celles qu'ont eues les partisans juifs dans les forêts de Pologne, qui agissaient avec l'armée rouge avançant derrière eux. Adolf Eichmann était un bureaucrate qui savait que le diable se cache dans les détails. Né à Solingen en 1906, il avait échoué à l'université et dans plusieurs entreprises avant de rejoindre les SS en 1932. Il a trouvé dans l'appareil de sécurité du Reich l'endroit où ses compétences administratives servaient. Il était méthodique, organisé et capable de travailler à l'échelle. Il n'était pas un assassin de terrain. Il était un organisateur. La distinction importe car elle révèle quelque chose sur la manière dont fonctionne le génocide, non pas comme une explosion de violence spontanée, mais comme un projet de gestion. En 1938, à Vienne, il avait démontré ce qu'il pouvait faire. En quelques semaines après l'annexion de l'Autriche, la population juive de Vienne est tombée de 192 000 à 57 000 personnes. Les autres avaient émigré ou été expulsés par le système qu'il avait créé. Un office central pour l'émigration juive, qui obligeait les Juifs à présenter leurs papiers à un bout et à sortir sans possession à l'autre. Le modèle fut répliqué dans la Tchécoslovaquie fraîchement conquise. Eichmann l'a décrit fièrement dans ses mémoires. C'était comme une chaîne de production, mais au lieu de produire des objets, elle produisait des émigrants. Vers 1942, Eichmann était l'expert en logistique de la déportation à l'échelle continentale. Il coordonnait les trains. Il négociait avec les ministères des Transports de la moitié de l'Europe. Il savait combien de wagons à bestiaux tenaient sur une ligne ferroviaire. Combien de déportés pouvaient s'entasser dans chaque wagon habituellement entre 80 et 100 personnes dans un wagon conçu pour 8 chevaux. Combien de temps il mettait pour arriver depuis Salonique, depuis Amsterdam, depuis Prague. Il connaissait les horaires, les capacités des gares, les ressources disponibles dans chaque région. Les trains étaient le goulot d'étranglement de tout le système. Pendant la guerre, les chemins de fer allemands étaient sous une pression énorme. Les opérations militaires à l'Est nécessitaient des centaines de trains par jour. Le front occidental aussi. Chaque transport de déportés entrait en concurrence directe avec les approvisionnements du front. À l'été 1942, en pleine offensive allemande vers le Caucase, le ministère des Transports a imposé une interdiction temporaire de tous les trains non militaires, ce qui a interrompu le calendrier des déportations pendant des semaines. Himmler s'est mis en colère. Il a contacté directement le ministère des Transports pour obtenir plus de trains pour Sobibor. La tension entre les nécessités militaires et les nécessités de l'extermination fut une friction constante pendant toute la guerre. Dans un scénario de victoire, ce problème aurait disparu. Sans guerre active, les chemins de fer auraient été disponibles pour d'autres usages. Les calculs qu'Eichmann faisait en temps de guerre, combien de trains, depuis quelle ville, avec quelle fréquence auraient pu être exécutés sans les interruptions imposées par les opérations militaires. Les lignes qui arrivaient de France, des Pays-Bas, de Grèce, de Hongrie, de Roumanie auraient pu fonctionner avec plus de régularité et plus de capacité. En France, le chef des déportations d'Eichmann était Theodor Dannecker, un SS Hauptsturmführer ayant une expérience préalable dans l'organisation de déportations depuis plusieurs pays. Dannecker a compris rapidement que le succès des déportations en France dépendait de la coopération des autorités françaises. Sans cette coopération, ses ressources étaient insuffisantes pour traquer et capturer 300 000 Juifs dispersés dans un pays de l'étendue de la France. À l'été 1942, Dannecker a négocié avec René Bousquet la livraison des Juifs étrangers. Bousquet a accepté les termes. Sa motivation n'était pas l'antisémitisme viscéral, mais le pragmatisme politique. En livrant les Juifs étrangers, Vichy espérait maintenir un certain contrôle sur la zone sud non occupée et protéger les Juifs français de plein droit. Cette logique de négociation aurait continué dans un scénario de victoire. Les Allemands auraient continué de faire pression. Les gouvernements collaborateurs auraient continué de céder par paliers et le résultat final aurait été le même.
plus de déportations, plus de morts. Le cas de la Grèce illustre ce qui se passait quand les Allemands contrôlaient directement le processus. La communauté juive de Salonique était l'une des plus anciennes et des plus nombreuses d'Europe. Plus de 56 000 personnes, dont la majorité parlaient le séfarade, le castillan médiéval que leurs ancêtres avaient emporté avec eux lorsqu'ils furent expulsés d'Espagne en 1492. Les Juifs de Salonique n'étaient pas des réfugiés récents. Ils étaient là depuis plus de 4 siècles. Entre mars et août 1943, en 19 trains, les Allemands ont déporté plus de 48 000 Juifs de Salonique à Auschwitz. Le voyage durait entre 10 et 11 jours dans des conditions épouvantables. La plupart étaient assassinés à l'arrivée. La communauté séfarade de Salonique, qui avait survécu à des siècles d'histoire méditerranéenne, fut pratiquement effacée en 5 mois. À l'intérieur même du Reich, il y eut des voix qui ont protesté. Wilhelm Kube, le commissaire général pour la Biélorussie antisémite convaincu lui-même, a protesté quand les Juifs déportés de Berlin et de Hambourg sont arrivés à Minsk et ont été fusillés dans les forêts. Il soutenait que les Juifs allemands étaient une race différente, qu'ils avaient été citoyens du Reich, que parmi eux se trouvaient des vétérans décorés de la Première Guerre mondiale. Il a écrit des mémorandums. Les assassinats ont continué. Bernhard Leusener, co-auteur du commentaire juridique standard sur les lois de Nuremberg, a exigé de son supérieur Stuckart qu'il l'autorise à démissionner quand il a appris les massacres de l'Est. La réponse de Stuckart fut l'une des phrases les plus révélatrices de toute la bureaucratie du Troisième Reich. « Est-ce que vous ne savez pas que ces choses arrivent sur des ordres du plus haut niveau ?» Leusener est parti. Stuckart est resté et a fini par diriger le ministère sous Himmler. Il y eut des généraux qui ont protesté en privé et obéi en public. Fedor von Bock a envoyé un mémorandum au Führer critiquant ses crimes inouïs en Biélorussie, mais il a refusé d'utiliser l'armée contre les SS. L'amiral Canaris a compilé des dossiers d'atrocités pendant des années sans les utiliser efficacement. Le seul acte de résistance juive qui a atteint une certaine signification fut l'insurrection du ghetto de Varsovie en avril 1943, 750 combattants de l'Azov avec un armement improvisé face à des unités régulières avec artillerie et lance-flammes. Elle a duré 28 jours. Le SS Gruppenführer Jürgen Stroop a rapporté le 16 mai que le quartier juif de Varsovie a cessé d'exister. Dans un monde où l'Allemagne gagnait, ce témoignage ne serait arrivé devant aucun tribunal. Le Stroop-Bericht, le rapport relié en cuir que Stroop a préparé comme cadeau pour Himmler, serait resté dans une archive secrète, non sur une étagère du tribunal de Nuremberg. Et imaginez l'Europe de 1987 dans le scénario où les Allemands auraient gagné. Pas l'Europe de la reconstruction du plan de Marshall, des premières réunions qui mèneraient à la communauté économique européenne, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Un autre monde, Berlin en construction. Albert Speer, nommé architecte général du Reich, dirigeant le projet de Germania, la capitale du futur empire. Une grande avenue nord-sud de 5 km, 2 fois plus large que les Champs-Élysées. Au nord, le Grand Dôme Volkshalle, une coupole de 290 mètres de diamètre et 220 mètres de hauteur, capable d'accueillir 180 000 personnes debout. La coupole aurait été si énorme que, selon les propres calculs des architectes, la chaleur corporelle de cette foule aurait créé des nuages de condensation à l'intérieur. Au sud, un arc de triomphe de 120 mètres de hauteur, le double de l'arc de Paris, gravait des noms des 1 800 000 soldats allemands morts pendant la Première Guerre mondiale. Hitler et Speer passaient des nuits entières, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, penchés sur les maquettes dans la salle de travail du Führer. Le père de Speer a visité cette salle et a dit sans détour à son fils « Vous êtes tous devenus fous ». À plusieurs milliers de kilomètres de ce salon dans les territoires de l'Est, d'autres projets. Himmler avait ordonné à ses planificateurs de concevoir de nouvelles villes tous les 25 à 30 kilomètres le long des routes de pénétration à l'Est. Des villes de 15 000 à 20 000 habitants, avec des écoles, des fermes modèles, des cimetières orientés vers l'Est. Chaque ville entourée par des anneaux de villages allemands. Un paysage radicalement transformé.
Pour le construire, il fallait de la main-d'œuvre. Des dizaines de millions de personnes. La main-d'œuvre serait esclave. Les planificateurs de Himmler avaient calculé que le général plan Ost nécessiterait le travail forcé de la majeure partie des peuples slaves qui ne seraient pas déportés en Sibérie. Ceux qui resteraient seraient classés comme Eloten, Ilot, au service des colons germaniques. Sans droit, sans éducation au-delà de ce qui est nécessaire pour suivre des ordres, avec l'instruction explicite de ne pas enseigner au peuple soumis plus que l'indispensable pour qu'il soit utile. Herbert Backe, le secrétaire d'État à l'alimentation et à l'agriculture, avait déclaré que l'occupation de l'Ukraine libérerait l'Allemagne de toute préoccupation économique. Ces planificateurs ont calculé en mai 1941 que l'approvisionnement en nourriture de l'armée allemande à partir des ressources soviétiques exigerait que des dizaines de millions de personnes meurent de faim sans aucun doute. Göring a prédit la plus grande mort massive en Europe depuis la guerre de 30 ans. Il ne le disait pas comme un avertissement ni comme une tragédie. Il le disait comme une planification. Backe est allé jusqu'à rédiger 12 commandements pour les futurs administrateurs de l'Est. L'un d'eux disait « Le Russe a supporté la pauvreté, la faim et l'austérité pendant des siècles. Son estomac était flexible, c'est pourquoi n'est pas de fausse pitié pour lui. » Dans ce monde conçu dans les bureaux de Berlin, il n'y avait pas de place pour les Juifs d'Europe. Au moment où les villes modèles du General Plan Ost commenceraient à se construire, au moment où les trains transcontinentaux que Hitler imaginait traverseraient la steppe à 200 km/h, au moment où les fermes modèles avec leurs jardins et leurs cimetières de chênes et de tilleuls seraient en plein fonctionnement, les Juifs d'Europe auraient disparu. Leur communauté aurait été détruite, leurs synagogues démolies ou reconverties, leurs cimetières pavés. C'était le monde que Rosenberg avait décrit lors de sa conférence de presse du 18 novembre 1941, quand il dit que la question juive n'est résolue pour l'Europe que lorsqu'aucun juif ne vivra sur le continent européen jusqu'à l'Oural. Il l'a dit devant des journalistes, sans euphémisme, comme la description d'un projet de gestion démographique. Alfred Rosenberg, lors de sa conférence de presse du 18 novembre 1941, en annonçant sa nomination comme ministre des Territoires orientaux occupés, fut inhabituellement direct avec les journalistes allemands. La question juive, dit-il, n'est résolue pour l'Allemagne que lorsque le dernier juif aura quitté le territoire allemand, et pour l'Europe, lorsqu'aucun juif ne vivra sur le continent européen jusqu'à l'Oural. Jusqu'à l'Oural. Cette frontière était significative. L'Oural était la division prévue entre l'Europe germanique et le territoire où seraient poussés les indésirables. Au-delà de l'Oural, Rosenberg indiqua « Il est nécessaire de les expulser au-delà de l'Oural ou de les éradiquer d'une autre manière. Les éradiquer d'une autre manière. » En novembre 1941, avec les Einsatzgruppen abattant des centaines de milliers de personnes dans les fosses de l'Est, avec les premières expériences de chambres à gaz déjà en cours dans le camp de concentration d'Auschwitz-Stammlag depuis septembre de cette année-là, avec les premiers camions à gaz opérant à Chelmeno, qui ont commencé à fonctionner le 8 décembre 1941, cette phrase avait un contenu concret et connu pour tous les présents. Le processus qui avait commencé avec les fusillades massives des Einsatzgruppen en 1941 et avec les camps d'extermination de l'opération Reinhard en 1942 aurait continué dans un scénario de victoire allemande, sans les interruptions imposées par la guerre. Les 11 millions de juifs européens que Heydrich a énumérés à Wannsee auraient affronté la même fin, bien qu'avec des chronologies variables selon l'accessibilité de chaque communauté et le degré de contrôle allemand sur les territoires où elles vivaient. Les plus de 2 millions de Juifs qui vivaient encore en Europe occidentale et méridionale, France, Pays-Bas, Belgique, Italie, Hongrie, Roumanie, Grèce, et qui ont en partie survécu grâce au recul allemand et à l'arrivée des Alliés, auraient été déportés systématiquement. Les trains qui roulèrent déjà de manière discontinue auraient pu fonctionner avec régularité. Les fonctionnaires qui, en 1944, retardaient les déportations parce qu'ils sentaient que le Reich approchait de sa fin auraient eu beaucoup moins de raisons de retarder quoi que ce soit.
les Juifs d'Espagne, ceux des pays neutres, ceux de Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne avait négocié une paix séparée, comme certains le craignaient, seraient restés exposés à des négociations diplomatiques qui, compte tenu du modèle établi, se seraient terminées d'une seule manière. Le docteur Richard Kocher, le statisticien en chef des SS, a élaboré en avril 1943 un rapport sur les progrès de la solution finale à la demande directe de Himmler. Le Reichsführer SS l'a déclaré excellent. Kocher a passé 2 semaines à réviser les archives dans le bureau d'Eichmann pour compiler les chiffres. Son rapport indiquait que, pour la fin de 1942, la population juive dans les territoires que le Reich considérait comme faisant partie de son espace vital était tombée de 3,1 millions en mars 1939 à 606 103 personnes, une réduction de 80% en moins de 4 ans. C'était le progrès réalisé avec une guerre active, avec une pénurie de ressources et avec les frictions bureaucratiques d'un Reich en plein conflit. Hans Frank, gouverneur général de Pologne, avait calculé en décembre 1941 qu'il y avait sur son territoire environ 3,5 millions de Juifs. Nous avons maintenant environ 2 500 000 d'entre eux dans le gouvernement général, peut-être avec les Juifs métis et tout ce qui s'y rapporte, 3 500 000 Juifs. Nous ne pouvons pas fusiller ni empoisonner ces 3 500 000 Juifs. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devrons prendre des mesures qui conduisent, d'une manière ou d'une autre, à leur anéantissement. Quelques semaines plus tard, l'opération Reinhard commença. En 18 mois, Treblinka, Belzec et Sobibor ont traité plus d'1,7 million de personnes. Ce rythme, avec les ressources limitées du temps de guerre, aurait pu tripler ou quadrupler avec les ressources disponibles en temps de paix, avec la coopération de tous les territoires sous contrôle allemand, avec les chemins de fer libérés des urgences militaires. L'Holocauste, tel qu'il s'est produit, a assassiné entre 5 et 6 millions de Juifs. C'est le chiffre que nous connaissons, celui que les procès de Nuremberg ont documenté, celui que les commissions d'histoire ont vérifié pendant des décennies et que les historiens comme Raoul Hilberg, Christopher Browning, Yad Vashem et le United States Holocaust Memorial Museum ont étudié avec une précision croissante. Mais ce chiffre est le résultat d'un processus incomplet, interrompu par la défaite militaire, obstrué par la résistance d'alliés comme la Hongrie et l'Italie, ralenti par les frictions d'une guerre qui consommait des ressources, arrêté par l'arrivée de l'armée rouge à Auschwitz le 27 janvier 1945, quand ils ont trouvé environ 7000 prisonniers trop faibles pour être emmenés vers l'ouest par les Allemands en retraite. Dans les derniers mois de la guerre, à mesure que le front s'approchait, les nazis ont vidé les camps de l'Est et ont forcé leurs prisonniers à des marches de la mort vers l'intérieur du Reich. Des milliers de personnes sont mortes dans ces marches de froid, de faim, d'épuisement et de tir. Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz, qui occupait alors un poste administratif dans les SS, a assisté à l'une de ces marches et a protesté auprès de Himmler. Non parce que les conditions étaient inhumaines, mais parce que les prisonniers arrivaient trop faibles pour travailler. L'objection était d'efficacité, non de morale. Dans ce contexte, la question concernant les 11 millions de la liste de Wannsee a une réponse approximative. Laurence Ries a souligné dans son étude de l'Holocauste qu'environ 1,1 million de Juifs ont été assassinés en 1941, 2,7 millions en 1942, 500 000 en 1943 et des quantités variables en 1944 et 1945. La baisse du nombre de victimes à partir de 1943 ne reflétait pas un changement de politique, mais la pénurie de victimes disponibles dans les territoires les plus accessibles et les difficultés logistiques croissantes d'un Reich en recul. La machine la plus létale, les crématoires de Birkenau, a commencé à fonctionner à pleine capacité précisément quand le Reich perdait la guerre. C'est en 1944, avec les transports hongrois, qu'Auschwitz a atteint sa vitesse maximale d'assassinat. Dans un scénario de victoire, la courbe aurait été différente.
Sans la pression de l'imminente défaite, sans le chaos logistique du recul, le processus aurait pu être plus ordonné, plus méthodique. Plus lent peut-être à certains moments, mais aussi plus complet. Sans le facteur des Alliés avançant, il n'y aurait eu aucune raison d'évacuer les camps ni d'interrompre aucun processus. Les propres planificateurs nazis le disaient avec clarté. Odilo Globoknik, l'organisateur de l'opération Reinhard, avait écrit que toute l'opération devait être menée aussi vite que possible pour éviter le danger de rester coincé au milieu de celle-ci dans le cas où surgiraient des difficultés qui nous obligeraient à nous arrêter. Himmler avait dit à ses subordonnés qu'il voulait qu'ils travaillent aussi vite que possible, ne serait-ce que pour des raisons de dissimulation. La vitesse faisait partie du plan. Terminer avant de pouvoir être arrêté. Ils ne le purent pas. Le Troisième Reich portait une contradiction fondamentale en son centre que ses dirigeants n'ont jamais résolue et qui, en fin de compte, a contribué autant à sa défaite que n'importe quel facteur militaire. Son programme racial exigeait du travail esclave pour se réaliser. Le travail esclave était brutalement inefficace. L'extermination des Juifs a éliminé des artisans, des médecins, des ingénieurs, des commerçants, des scientifiques dont le Reich aurait eu besoin pour ses projets. Le général Erich von Dembach-Zelewski, commandant des forces antipartisanes à l'Est et l'un des organisateurs des massacres massifs, a admis après la guerre que l'élimination des Juifs de l'Est avait affaibli l'économie de cette région au point de rendre difficiles les opérations allemandes. La RSHA et le ministère de l'économie de guerre se heurtaient constamment sur la question de savoir si les Juifs devaient être assassinés immédiatement ou utilisés d'abord comme main-d'œuvre. Albert Speer, le ministre de l'Armement, faisait pression pour retenir les Juifs capables de travailler dans les usines. Himmler plaçait toujours l'idéologie avant l'économie. En août 1942, 4 mois avant l'effondrement allemand à Stalingrad, Himmler communiqua aux inspecteurs des munitions du gouvernement général qu'à partir de ce moment-là, seuls les SS pourraient superviser les travailleurs juifs dans leur propre camp. Le reste devrait être livré pour élimination. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée résultante a affecté la production de guerre allemande à un moment critique. Les trains qui transportaient des déportés à Auschwitz à l'été 1944 en pleine crise militaire, avec l'armée rouge avançant à l'Est, et les Alliés à l'Ouest voyageaient avec priorité sur les approvisionnements du front. Le réseau ferroviaire du Reich avait une capacité limitée. Chaque wagon à bestiaux chargé de déportés hongrois était un wagon qui ne transportait pas de munitions ou de carburant aux unités qui en avaient besoin. Himmler et Hitler étaient disposés à accepter cette diminution de l'efficacité militaire au nom de la politique raciale. C'était une position cohérente avec leurs principes et désastreuse pour l'efficacité militaire. Mais aucune de ces contradictions internes n'aurait suffi à arrêter l'extermination dans un scénario de victoire. Elles auraient compliqué le processus. Elles l'auraient ralenti sous certains aspects. Elles ne l'auraient pas arrêté. Ce qui a arrêté l'Holocauste fut la défaite militaire de l'Allemagne, l'armée rouge, le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, la campagne d'Italie, l'effondrement du front occidental en 1944 et la traversée du Rhin en mars 1945. L'avancée des alliés occidentaux et orientaux qui a comprimé le Reich jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace pour aucun camp, aucune marche, aucun plan. Sans cela, le processus aurait continué. Quand la 322e division d'infanterie de l'armée rouge est arrivée aux abords d'Auschwitz, le 27 janvier 1945, ils ont trouvé des entrepôts pleins, 350 000 costumes d'hommes, 837 000 vêtements de femmes, 7,7 tonnes de cheveux humains dans des sacs. Les nazis avaient tenté de détruire les preuves dans les jours précédents, en faisant sauter certains crématoires, mais les entrepôts étaient trop grands. La trace matérielle de l'extermination était trop vaste pour disparaître en quelques jours. Dans un monde où l'Allemagne gagnait, il n'y aurait pas eu de soldats soviétiques qui arrivaient. Il n'y aurait pas eu de photographie de libération. Il n'y aurait pas eu de procès de Nuremberg. Les entrepôts auraient été vidés, leur contenu distribué ou détruit de manière ordonnée. Les survivants, les très rares qui auraient pu rester, auraient continué de travailler jusqu'à ce qu'ils cessent d'être utiles. Les 15 hommes qui se sont réunis au bord du lac de Wannsee le 20 janvier 1942 croyaient résoudre un problème administratif. Ils ont utilisé ce mot, coordination. Ils ont parlé d'évacuation, de sélection,
de traitement approprié. Leurs euphémismes étaient méticuleux. Le processus qu'ils avaient mis en marche ne dépendait pas d'un seul homme. Hitler n'avait pas à signer chaque ordre. Himmler n'avait pas à visiter chaque camp. Eichmann n'avait pas à voir chaque train. Le système fonctionnait parce que des milliers de personnes fonctionnaires, policiers, cheminots, médecins qui faisaient les sélections, administrateurs locaux, gardes ukrainiens entraînés à Travniki, faisaient chacun sa petite part. Christopher Browning, dans son étude du bataillon de réserve de la police numéro 101, a documenté comment des hommes ordinaires, caissiers, vendeurs, ouvriers, qui avaient l'option explicite de se retirer des fusillades sans conséquences graves pour leur carrière, choisissaient de participer. L'obéissance n'était pas forcée sous la menace d'une arme. Elle était le résultat de la pression du groupe, de l'idéologie intériorisée, de la peur de paraître faible devant ses camarades. Dans un scénario de victoire, ce système n'aurait pas disparu. Il aurait continué de fonctionner. Les hommes qui l'opéraient n'auraient eu aucune incitation à s'arrêter et de nombreuses incitations à continuer. Alfred Rosenberg l'a dit en novembre 1941. La question juive n'est résolue pour l'Europe que lorsqu'aucun juif ne vivra sur le continent jusqu'à l'Oural. Il l'a dit devant des journalistes, sans euphémisme, comme la description d'un objectif de politique étrangère. Les documents qui ont survécu le protocole de Wannsee trouvé en 1987, le télégramme de Höfle déchiffré des décennies plus tard, les mémorandums de Wetzel sur le général-plan Ost, les journaux de Goebbels, les comptes rendus des propos de table de Hitler à son quartier général, les archives des procès ultérieurs de Nuremberg qui ont poursuivi des dizaines de fonctionnaires, médecins, avocats et administrateurs permettent de reconstruire ce qui se serait passé avec une clarté qui ne laisse aucune marge pour un espoir facile. Les auteurs eux-mêmes l'ont écrit, ils l'ont calculé, ils l'ont planifié. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas parvenus à l'achever est qu'ils ont perdu la guerre.